RMC 13h07, c'est Carrément Brunet avec Éric Brunet. Dans cette émission, je serai avec Laurent Oberton, le journaliste écrivain que vous connaissez, qui a publié la fameuse enquête choc sur l'insécurité. J'en parlerai dans un instant. Nous serons également avec la sénatrice maire des 15e et 16e de Marseille, Samia Ghali, et avec le politologue Bernard Sananès. Et le thème de cette émission, il m'est apparu comme une évidence ce matin à 7h15 lorsque je me rendais à mon bureau. Je vous raconte ça tout de suite. Éric Brunet dit ce qu'il pense. 32-16, c'est à votre tour. Votre opinion compte. RMC, Carrément Brunet. Vendredi 9, jour des 2 prises d'otages, François Hollande fait savoir que c'est lui en personne qui a donné l'ordre des assauts. À François Hollande, le rassemblement et l'empathie. Notre meilleure arme, c'est notre unité. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous opposer. Rien ne doit nous séparer. À Manuel Valls, la fermeté, la mise en œuvre d'une politique sécuritaire contre le terrorisme. Nous devons être plus forts que le terrorisme. Nous ne devons pas céder à la peur. Le résultat se lit dans les sondages. 10 points de gagné pour le président, 34% de bonnes opinions, 9 pour le Premier ministre à 44%. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, fait lui un bond de 13 points. Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, amis contribuables, bonjour, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, vous êtes ici dans le rendez-vous quotidien de l'opinion. Nous avons inventé la droite et la gauche il y a plus de 2 siècles, au moment de la Révolution française. Nous en sommes heureux, bien sûr, et le lieu où l'on débat, c'est Carrément Brunet. Quelles que soient vos préférences sexuelles, que vous soyez Danny Boone ou Gaspard Proust, c'est ici que vous pouvez en parler, mesdames, messieurs. Je reçois aujourd'hui Laurent Oberton, c'est l'écrivain journaliste qui a publié, vous savez, ce livre, La France Orange Mécanique. Il publie depuis quelques jours une nouvelle édition augmentée de la fameuse enquête choc sur l'insécurité aux éditions Ring. Voilà, il est dans le studio et vous êtes assez nombreux, je dois dire, ces dernières semaines à m'avoir demandé de l'inviter. Il est là. Samia Ghali sera avec moi, je le disais tout à l'heure, la sénatrice maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Bernard Sananès, le politologue spécialiste de l'opinion, dont j'apprécie les avis nuancé. Il sera également avec moi. Oui, je vous disais tout à l'heure, le thème de l'émission m'a sauté au visage tout à l'heure à 7h15 du matin alors que j'écoutais RMC et Jean-Jacques Bourdin dans ma voiture et que je me dirigeais vers mon bureau. Que s'est-il passé dans ma voiture? Eh bien, Bourdin parlait avec un de ses invités de cette tentative d'attentat qui a échoué, cette tentative d'attentat raté contre des lieux de culte, des églises catholiques de la ville de Villejuif, et soudain un invité a dit cela. Il s'appelle Éric Dénessé, il est docteur en sciences politiques, voilà, il est chercheur sur les sujets qui touchent au renseignement, à la sécurité, mais surtout au renseignement. Je suis dans ma voiture et j'entends ça. Que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur montent au créneau tous les deux pour un simple attentat déjoué, ça ressemble assez à une exploitation politique. Alors, plus on va se rapprocher de 2017, plus ça va être cela. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose dans la lutte antiterroriste que nous conduisons. Alors là, il est 7h16, Dénessé a parlé, je suis dans ma voiture, je me dis, ouais, assez audacieux comme thèse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il est courageux ce type parce qu'effectivement, tout prouve qu'il y a je dirais pas une surexploitation, faut pas exagérer, mais qu'on en fait un peu beaucoup dans le lyrisme, antiterroriste, parce que finalement, ça n'est pas grand chose cette affaire. Et quelques secondes plus tard, voici ce que dit Dénessé comme pour confirmer ce sentiment que j'avais. Écoutez. Le discours de nos autorités, s'il est légitime, il est quand même très anxiogène et en partie exagéré. En 15 ans, en tout et pour tout, nous avons eu 3 attentats en France qui ont fait des victimes, alors qu'à peu près 70 attentats ont été empêchés, c'est-à-dire près de 5 par an. Ça veut dire que le terrorisme sur notre sol, c'est aujourd'hui 25 victimes en 15 ans, comparé aux 682 homicides que nous avons tous les ans, aux 730 enfants qui meurent tous les ans sous les coups de leurs parents. Et donc, d'une part, on en fait des tonnes, et c'est là où la notion d'exploitation politique doit être posée, et d'autre part, on contribue à faire de la publicité à des terroristes qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est-à-dire nous faire peur et développer une guerre psychologique contre l'Occident. Voilà, Camille, bonjour. Bonjour Éric. Bien sûr, ces personnes qui meurent victimes du terrorisme, je le dis, sont des personnes dont la destinée est funeste, épouvantable. Je compatis bien évidemment comment pouvoir être cynique sur ce sujet-là. Mais
Pour autant, vous avez compris le propos de DNC. Voilà, il y a en France des situations dans lesquelles on meurt beaucoup plus et qui semblent laisser Monsieur Valls et Monsieur Cazeneuve de marbre. Voilà un petit peu l'idée. Camille. Pour toi, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est devenue un moyen, comme les autres, de soigner la cote de popularité de nos dirigeants. Alors, je sais que c'est un thème qui vous intéresse parce que vous avez été très nombreux à nous écrire sur rmc.fr sur la récupération politique. Vous pouvez enfin vous exprimer sur le sujet. Alors, allez-y. Votez rmc.fr, d'accord ou pas d'accord avec Eric. Par SMS, c'est au 6 10 71. Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez des fans, hein. Moi je reçois des mails assez fréquemment. Quand est-ce que vous invitez Oberton? Gentil, hein. C'est pas les types énervés, exaspérés, mais vous avez des fans, quoi. Genre je reçois jamais de mails pour quand est-ce que vous invitez Franz-Olivier Gisbert? Quand est-ce que vous invitez Laurent Geoffrin? Mais quand est-ce que vous invitez Oberton? Oui. Vous le savez, ça, que vous avez des fans? Oui, tout à fait. Je constate qu'il y a des fans très actifs sur les réseaux sociaux notamment. Donc d'ailleurs, qui participent grandement à la promotion de mes ouvrages, qui sont, il faut bien le dire, médiatiquement un petit peu passés sous silence. En particulier cette édition. Oui, évidemment. Eh bien, je parle de certains médias. Vous, évidemment, c'est tout autre chose. C'est très bien que vous êtes extrêmement ouvert d'esprit en la matière. Vous êtes bien gentil. Alors, Laurent Oberton, d'abord, qu'est-ce que vous pensez du Brunet-Métrie du jour? Est-ce que vous estimez que, quand vous écoutez les verbatim, les propos tenus par Manuel Valls, dans une moindre mesure François Hollande, parce qu'il était plus discret ces derniers jours, mais est-ce que vous pensez, ou Cazeneuve, qu'il y a une volonté, je dirais pas de récupération, parce que le mot est un peu lourdingue, mais il y a une volonté quand même d'utiliser, mine de rien, cet événement tragique pour parfaire sa petite cote de popularité? Alors, on en a eu la démonstration avec l'affaire Charlie Hebdo. C'est très clair que ça a permis à des individus comme Cazeneuve, Valls ou Hollande de gagner des points de popularité en se portant devant les écrans, devant les micros pour rassurer. Alors, c'est une réaction un petit peu de panique moutonnière quelque part qui a conduit les gens à se rassembler derrière une sorte de berger qui se trouvait être François Hollande. Alors, c'est bénéfique sur le très court terme, parce qu'effectivement, il y a ce moment de rassemblement, de regroupement d'union sacrée qui s'épuise très vite. Donc, on tente, à chaque fois qu'il y a un fait divers comme celui qui s'est produit récemment à Villejuif, on tente de se porter à nouveau devant les médias, d'essayer de tirer la couverture à soi. Je pense que ça montre aussi, ça traduit un petit peu la panique du gouvernement face à ces thèmes, puisque je sais de sources sûres de la très haute hiérarchie policière que les policiers sont dépassés sur la plupart de ces affaires terroristes. Ouais. Là, il se trouve que l'individu s'est tiré une balle dans le pied, au propre et au figuré, et donc ça arrange beaucoup Manuel Valls, qui a pu dire que l'attentat avait été déjoué. En réalité, il se raccroche à l'actualité et il tente de montrer qu'il maîtrise la situation. Ouais, on va écouter du Valls. Je vous interromps, Laurent Oberton, parce qu'on va écouter du Valls, je crois, quand il est formidable à propos de la messe. J'adore la messe, écoutez. Les fidèles de la religion catholique doivent pouvoir pratiquer leur culte, aller à la messe en parfaite sérénité. D'ailleurs, c'est la plus belle et la plus forte des réponses que nous devons apporter au terrorisme qui cible la France pour mieux la diviser. Ce sont les mots du président de la République ce matin en Conseil des ministres. Alors le coup de la messe, quand même, bon, c'est quand même parce qu'il sort pas un peu du cadre, voilà, du job, quoi. Non, mais évidemment, de toute façon, aujourd'hui, la politique, c'est de la communication pure. Quand il y a une crise comme ça, Manuel Valls ne se demande pas s'il va pouvoir résoudre ou améliorer, il se demande comment communiquer sur cette crise-là. Donc, alors, c'est une surenchère de ce fameux verbiage de rassemblement, de tous ensemble et tout va bien se passer, qui frise l'indécence, parce que là, vraiment, c'est complètement hors de propos. On se le réécoute, on s'en réécoute un autre là, où il parle de 5. Alors là, il va falloir qu'on zoome un peu, qu'on fasse un petit focus, et je compte sur vous, Laurent Oberton, parce que là, il nous dit formidable, regardez, on a évité tellement d'attentats ces derniers temps. Écoutez. De nombreux attentats ont déjà été déjoués, 5 compte tenu encore de l'attentat qui n'a pas eu lieu, heureusement, à Villejuif. La menace, elle n'a jamais été aussi importante. Nous n'avons jamais eu à faire face à ce type de terrorisme dans notre histoire. Voilà, alors on découvre en fait que parce que moi au début je suis littéralement séché, je me dis quoi ? Il y a donc eu 5 attentats
5 projets d'attentats qui ont été déjoués. J'ai dit d'abord, bravo Valls, bravo le RAID, le GIGN, la police française, 5 attentats déjoués. Voilà. Et puis surtout, je me dis, mon Dieu, la France est dans de beaux draps. Bon, et puis finalement, je découvre après correctif de Matignon qu'en réalité, c'est les dernières années. C'est depuis 2013 qu'il y a eu donc 5 attentats déjoués. Donc là, dans la façon de présenter les choses, il y a un petit truc un peu coquin, un peu espiègle quand même. Oui, tout à fait sensationnaliste, oui. Ouais. Bon, cela dit, quelque chose me dit, Laurent Oberton, qu'on a fini d'être d'accord, vous et moi, parce que vous n'allez pas me suivre quand je vais dire que il noircit également le tableau sur le plan de ce qui se passe en France. Non, en effet, moi c'est là je pense qu'ils sont même en dessous des réalités, puisque comme je vous le disais, j'ai des sources très haut placées dans la police nationale qui m'expliquent la situation aujourd'hui en me disant que ils n'ont plus les moyens humains et techniques de sécuriser les lieux à sécuriser et de tracer les individus potentiellement dangereux. Ils interceptent beaucoup de communications, ils savent à peu près quel type d'actes vont se produire. Hélas, des exécutions de personnalités dans la rue, des policiers kidnappés, éventuellement égorgés dans des caves, c'est exactement les directives qu'ils interceptent. Mais les policiers kidnappés, égorgés dans des caves. En direct, filmés sur Internet à la méthode Daesh. Mais voilà. Ah oui, mais alors attendez, je comprends pas. Ça, on l'aurait su si des policiers avaient été kidnappés. Non, c'est des projets, vous voulez dire. Ce sont des projets, mais aujourd'hui, le renseignement a tellement de mal à démêler les profils. Vous avez le délinquant classique, potentiellement radicalisable. Vous avez le djihadiste en puissance. Ce sont des profils extrêmement similaires. Donc c'est très difficile de suivre tous ces individus. Il y a beaucoup d'armes de guerre qui reviennent de Syrie. En gros, les renseignements sont largués depuis longtemps. La police a énormément de mal à sécuriser. Donc, en gros, on joue un petit peu sur une sorte de loterie permanente, se dire tant qu'on les attrape, on a un petit coup de chance, ça réussit. Il se trouve qu'il faut préciser aussi que ces individus qui ont des projets djihadistes en France, ce sont des individus qui ont été recalés du djihad en Syrie. Donc c'est pas la crème de la crème. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est les cancres. Oui. Mais un cancre avec une kalachnikov dans une église, ça peut faire des dégâts. Après voilà, c'est jusqu'à un certain moment, je pense qu'on aura de la réussite et qu'on parviendra à les stopper. Et sauf que évidemment, certains passeront à travers les mailles du filet. On va aller à Marseille avec Samia Ghali, mais bon, vous dites, alors c'est la 4e de couve de votre livre, hein. C'est un peu fainéant de lire la 4e de couve. C'est en général les journalistes qui lisent pas les livres, qui lisent la 4e de couve. Mais tout de même, elle est édifiante. Vous dites, chaque jour en France, 450 violences sexuelles hors ménage. Ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Hors ce qui se passe dans le couple et dans la famille. Exactement. Voilà. Vous dites 1360 violences physiques hors ménage. 4800 voitures vandalisées, je répète que c'est chaque jour en France, 20 000 atteintes aux biens, 33 000 crimes et délits. Toujours chaque jour en France, 33 000 crimes et délits. Vous exagérez ou vous trouvez où ces statistiques, Laurent Berton? C'est l'Observatoire national de la délinquance qui est maintenant reconnu par le ministère de l'Intérieur. Ce sont des statistiques extrêmement fiables qui ne prennent pas seulement en compte les plaintes, puisqu'à peu près 10% des victimes de viol portent plainte, par exemple. On extrapole un peu. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le quotidien des Français et qu'il est évidemment bien plus alarmant que la menace terroriste. Et encore une fois, cette menace terroriste mise en exergue est assez pratique pour éviter de parler de ce sujet-là qui concerne évidemment au premier chef les Français. Samia Ghali est au téléphone. Bonjour Samia, vous allez bien? Oui, très bien. Bon, alors 2 questions. Vous, qui êtes élue marseillaise, 15e et 16e, vous qui êtes socialiste, vous qui avez eu d'ailleurs à plusieurs reprises maille à partir avec le pouvoir socialiste, puisque je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à un moment donné vous avez lancé un signal d'alarme, vous avez demandé l'intervention dans certains quartiers à Marseille de la puissance publique et même de l'armée pour amener un peu de sécurité alors que Marseille était pris dans un engrenage funeste avec des exécutions, etc., que tout le monde a en mémoire. Samia Ghali, est-ce que aujourd'hui Valls, je dirais pas récupère, mais est-ce qu'il en fait pas un peu d'étonne c'est plutôt bien pour lui ces moments qui sont un petit peu difficiles pour la nation, parce que tout le monde s'agrège autour de Manuel Valls quand il parle de terrorisme, de nation en danger, de nécessité d'aller tous à la messe. Nous sommes tous Charlie, c'est nous sommes tous cathos. Bon, est-ce qu'il en fait pas trop, Samia Ghali, quand même?
D'abord, je crois que, vous savez, moi je suis pas ni là pour juger Valls ou le déjuger. Juste une chose, c'est que si on peut penser à un moment ou à un autre que ces problèmes-là français, c'est des problèmes qui peuvent vous aider politiquement, je crois que c'est un leurre. Ça peut être sur le moment un effet Charlie, où les Français ont besoin de se resserrer les rangs, mais c'est un leurre parce que c'est quelque chose qui disparaîtra aussi vite. Mais il disparaîtra et il ira vers les extrêmes. Voilà. En pensant que seuls les extrêmes peuvent finalement nous protéger. Donc je crois que d'abord Valls a raison de dire, moi je suis pas dans le secret des dieux, mais apparemment certains ont des informations peut-être plus que ce que je peux avoir moi-même. Mais il est clair que de toute manière, les Français, ce qu'ils attendent du gouvernement, c'est d'être protégés. Moi, qu'il y ait 5 attentats qui ont été déjoués en 2 ans, en 6 mois ou en 1 semaine, ce qui compte, c'est qu'on n'en ait pas eu 5 en France. Et je crois qu'à un moment, il faut au moins se réjouir de ça, parce que on est un peu schizophrène quand même, schizophrénique tout ça. Bon, si cet attentat, malgré tout, si ce jeune avait pu tuer encore plus de personnes que ce qu'il n'a déjà fait de dégâts, qui est déjà beaucoup, imaginez ce qu'on aurait dit de Valls. On aurait tous pilonné et sans relâche. Donc ça montre bien que c'est un exercice qui est pas simple. Voilà, mais qui doit être utilisé pour tout le monde avec modération. Je sais, je suis pas en train de dire que je n'utilise pas le mot récupérer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul moment où on l'aime, Valls, où tout le monde l'aime en tout cas. Seul moment où tout le monde aime Valls et Cazeneuve, c'est maintenant parce qu'ils disent, vous savez, la République doit être forte, etc. Mais c'est pas pour ça que les gens les aiment. Mais c'est pas ça. Ouais. Je crois pas. Non, je crois que vous vous trompez. Les gens aujourd'hui, d'abord, je sais pas s'ils les aiment vraiment. D'abord, ça, c'est les sondages. Pendant quelques heures. Voilà, ce qui est vrai aujourd'hui, malheureusement, on ne l'est pas toujours le lendemain. Mais je crois que c'est pas ça. Ce que les gens ont apprécié, c'est qu'aujourd'hui, on a arrêté quelqu'un qui aurait pu faire des dégâts en France. Enfin, il s'est arrêté tout seul. Hein. Il s'est arrêté tout seul, comme disait Oberton. Il s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Ouais. C'est au sens propre, au sens figuré du terme. Mais tant mieux pour nous. Voilà, tant mieux pour nous. Et tant mieux, si après Valls, il en est content aujourd'hui, tant mieux. Et j'espère qu'on en déjouera encore d'autres si d'autres, malheureusement, malades mentaux se préparent à ce genre d'exercice. Mais moi, vous savez, moi je suis quelqu'un qui reste toujours fidèle à ce que je peux dire ou mes pensées. Vous savez, quand j'ai appelé à l'armée, c'était aussi pour désarmer les cités. Voilà, parce que quand des fois j'écoute je regarde la chaîne télévisée, les journaux, et qu'on parle de armes de guerre comme si c'était quelque chose de choquant, mais moi je l'ai dit il y a quelques années qu'il y avait des armes de guerre et de manière impressionnante. Je l'ai dit pour Marseille, mais ce qui est pour Marseille, il est pour toutes les autres villes de France. Voilà, et dans les quartiers populaires. Et j'ai dit que ces armes de guerre aujourd'hui, certes, elles servent au trafic, mais demain elles serviront à autre chose. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ouais. Merci Samia Ghali, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Voilà, Samia Ghali qui ne change pas Camille, elle ne change pas, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai qu'elle a un discours plutôt indépendant sur les questions de sécurité au Parti socialiste. Hein. Bon, Camille, comment est-ce que ça vote? Alors, je rappelle le brunimétrie exact pour ceux qui arriveraient maintenant. Pour toi, Eric, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est devenue un moyen comme un autre de soigner la cote de popularité de nos dirigeants, de nos politiques. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, pour l'instant, oui, vous êtes carrément d'accord à 65%. Voilà, c'est intéressant, hein, c'est la perception des gens. C'est la perception et le sentiment qu'il y a plutôt à gauche une exploitation. Et pardon, n'écoutons même pas ce qui est dit. La quantité des prises de parole de Cazeneuve, de Valls, de Valls, des autres, fait que quand même, on est dans un truc. Et les conférences de presse qui se multiplient, on est dans un truc qui dépasse la nature de l'événement, même si l'événement est inquiétant. Hein. Ce jeune homme d'origine algérienne qui prévoyait de commettre des attentats dans des églises à Villejuif, c'est inquiétant. Mais tout de même. Bon, on se retrouve dans un instant avec mon invité Laurent Oberton. RMC, carrément Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet. Vous êtes 2/3 plutôt à considérer comme moi que pour nos dirigeants, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est devenue comme un moyen de soigner sa cote de popularité. Voilà, mesdames, messieurs. Laurent Oberton est mon invité, mais je vais prendre tout de suite Rodolphe, qui a la gentillesse de m'appeler de Paris. Il a 27 ans, il est sans profession. Mon cher Rodolphe, bonjour. Bonjour Eric.
D'accord ou pas d'accord avec ce côté lutte contre le terrorisme qui est devenu une façon de polir de sa cote de popularité? Non, mais tout à fait d'accord. On a parlé de l'affaire de la petite Chloé. Ils sont tous montés au créneau à gauche pour dire qu'il y a une récupération politique de droite. Donc le premier Valls en disant que c'était inadmissible, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Valls qui fait de la récupération politique. Pourquoi on l'entend sur finalement un fait divers? C'est un fait divers qui s'est passé. Il faut qu'on arrête. On a trouvé quelqu'un avec des armes. Mais des gens avec des armes, il y en a tous les jours qui se baladent dans Paris, dans les grandes villes, dans des bagnoles, et personne ne les contrôle. Moi, je suis ancien policier, je peux vous le dire. Aujourd'hui, les effectifs de police, que ce soit du renseignement, des effectifs de terrain dans les commissariats, il n'y a plus de moyens. Donc, faut qu'on dise franchement les choses, il n'y a plus de moyens. Pourquoi vous êtes ancien policier à 27 ans, Rodolphe? Mais je suis parti parce que travailler dans la police, déjà sous un gouvernement de droite qui vous ment toute la journée, c'est déjà difficile. Mais alors, sous un gouvernement de gauche, avec une madame Taubira qui est complètement, mais à des années-lumière de ce qui se passe dehors, croyez-moi, vous n'avez plus envie. Parce que vous avez une hiérarchie qui est complètement déconnectée de la réalité. Ce sont des politiques. Les commissaires sont des politiques, ce sont des carriéristes qui sont même plus sur le terrain. Donc, si vous voulez, quand on récupère des affaires un peu pourries, qu'on essaie de faire remonter un peu l'info pour dire voilà, on aimerait bosser sur ça, on aimerait faire ci, faire ça, on nous dit non, on n'a pas le temps de faire ça. Occupez-vous des procédures simples. Et puis bon, s'il y a des procédures qui vous avez potentiellement un individu qui a été identifié, on nous dit ah non, vous mettez ça de côté, on verra ça plus tard, c'est pas important. Donc aujourd'hui, il y a des procédures dans les commissariats, et Laurent Berton, que je suis sur les réseaux sociaux, il vous le dira, qui sont classées en vaine recherche alors qu'elles ne devraient pas. En vaine recherche. Voilà. Oui, en vaine recherche, c'est-à-dire qu'avec des individus non identifiés, alors que c'est tout le contraire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'écoutais Madame Galli, qui tient toujours le même discours. Alors oui, elle n'est pas d'accord avec Valls, mais bon, elle n'en dit pas trop non plus parce qu'elle veut pas se mettre tout le monde à dos. Mais il faut qu'ils arrêtent, ces gens-là, ce sont des menteurs. Pour s'occuper du sujet de la sécurité, il faut consulter des policiers de terrain. Et Laurent Berton, il va vous le dire, c'est les policiers de terrain qui récupèrent et qui vous donnent les infos, à vous les médias. Donc aujourd'hui, on n'a pas 5 attentats qui est déjoués par an, c'est pas vrai, il y en a en moyenne 3 par an. Donc Manuel Valls, il a grossi un peu et noirci un peu le tableau, surtout pour tenter de sauver sa petite cote de popularité avec, j'appelle ça le trio infernal. Hollande, Valls, Cazeneuve. Sur le 11 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, faut garder en mémoire l'esprit du 11 janvier. Il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui ont souffert, il y en a marre de ce 11 janvier, il y en a marre. Aujourd'hui, les Français, on tente de nous endormir, on nous anesthésie un petit peu avec ces histoires d'attentats. Pour nous faire oublier le pouvoir d'achat, le chômage, etc. Non, aujourd'hui, la police, elle a besoin de moyens pour travailler. Et la loi du renseignement, elle va pas assez loin. Elle va pas assez loin, je vous le dis tout de suite. Il faut taper plus fort. C'est tout. On nous dit, ce monsieur-là, et je termine avec ça, oui. Il avait été placé en garde à vue par les services du renseignement parce qu'il était parti en Syrie, machin. Mais si aujourd'hui il est pas en tôle, c'est parce qu'aujourd'hui la loi peut-être ne le permet pas, parce qu'aujourd'hui la loi elle va pas assez loin, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui sont laxistes. Et Madame Taubira, il faudrait l'entendre un petit peu sur le sujet. Aujourd'hui, en ce moment, on ne sait pas où elle est, cette petite dame. Elle est en vacances peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, les Français ils veulent des réponses. Rodolphe, voilà. Assez intéressant ce que dit Rodolphe. Il a 27 ans, il est ancien policier. Il s'est tiré parce que sous la droite c'était mensonge et statistique, on dirait, et sous la gauche c'est contradiction idéologique entre la ligne Valls et la ligne Taubira, qui est pas facile. Et je comprends moi, quand on est policier de terrain, vous vous souvenez ce qu'avait dit le général Soublet, ce général de gendarmerie, numéro 3 de la gendarmerie, qui avait dit au mois de novembre 2014, on arrête X% de personnes dans les Bouches-du-Rhône et 65% sont réarrêtés le mois suivant à Marseille et dans le département. Et donc suite à ça, il a été bien évidemment muté, limogé, ce cher général de gendarmerie. Mais bon, Rodolphe, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la vision qu'il a est tout à fait celle de la police. Évidemment, la hiérarchie, ça ne remonte pas plus haut parce que la hiérarchie policière ne peut pas répercuter ces informations sous peine de se retrouver dans un placard. Mais il a évidemment totalement raison. On a en France la culture de l'exhibition des muscles des ministres de l'Intérieur, que ce soit ça de Sarkozy, Pasqua, Valls ou Cazeneuve. Sauf qu'on oublie de préciser que ce qui fait l'insécurité, c'est la justice. La justice, c'est Taubira. C'est l'application des peines, le problème. Les policiers travaillent brasse du vent. Ils ont tous cette impression-là, et cette impression se vérifie par les chiffres. Ils réalisent des enquêtes
dans des conditions parfois extrêmement difficiles, ils interpellent des individus, ils font leur métier et ils ont l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes. Vous savez, on filtre les délinquants dans les palais de justice, mais il ne se passe rien. Et c'est évidemment dramatique pour eux d'avoir l'impression, ils ont la fierté, ils ont la conviction, le sentiment d'agir par devoir et de voir leur travail ainsi bafoué par des idéologues. C'est absolument catastrophique. Vous avez dit idéologue, et Rodolphe, cet ancien policier qui nous a appelé spontanément au 32-16, a parlé aussi beaucoup d'idéologie. Je vais vous poser probablement la question la plus importante de l'heure que nous passons ensemble, Laurent Oberton. Pourquoi est-ce que la question de la sécurité ou de l'insécurité est-elle, dans ce doux pays de France, aussi idéologique? Ce livre orange que j'ai dans la main, le vôtre, enfin, c'est quand même incroyable. C'est un livre polémique, alors que je l'ai lu, il y a énormément d'éléments statistiques. C'est pas un livre idéologique, mais quand, dans la rédaction d'RMC, certaines personnes ont su que je vous recevais aujourd'hui, on m'a dit, ah, tu reçois Oberton, toi, ah oui, oulala, ouais. Mais pourquoi vous avez lu le livre? Et je suis assez étonné que, dès qu'on parle de ce sujet, de l'insécurité, eh bien, tout de suite, on se crispe et on revient au bon vieux réflexe idéologique. C'est la phrase de Barès, revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud. Absolument, je partage tout à fait l'analyse, je l'ai vécu de l'intérieur, je peux vous dire que j'ai dû affronter des individus extrêmement bornés sur ce point de vue précis, qui n'admettent pas qu'on puisse parler de manière neutre et impartiale de l'insécurité. Pour eux, ce sujet est obligatoirement politique. Si vous prenez tel angle de traitement, vous êtes dans tel camp. Et en gros, comme vous ne mâchez pas vos mots et que vous êtes plutôt dans la fourchette haute, exactement, vous roulez pour le Front National. Exactement. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Oberton roule pour le Front National? Vous dites quoi? Je roule pour la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité statistique. C'est une enquête qui d'ailleurs, il suffit de lire le livre pour constater qu'il n'y a absolument aucun appel à une incitation politique derrière. C'est simplement un constat de la réalité à un instant T. Je donne même pas de solution. J'ai pas je tiens pas un discours de promesse électorale. Je dis simplement les choses. Mais aujourd'hui, c'est un drame que ce sujet soit si politisé parce que quand la gauche est au pouvoir, elle est accrochée à son idéologie, à la culture de l'excuse, etc. Enfin, tout ce qui va avec. Et de même, quand la droite est au pouvoir, elle tient ses discours un peu à la Manuel Valls aujourd'hui. On reste dans un concert de postures, donc on s'interdit de chercher des solutions pour résoudre des problèmes extrêmement concrets et totalement apolitiques, parce que l'insécurité n'a pas de couleur, n'a pas de voilà, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est dramatique que la situation soit politisée à ce point-là. Après Samia Ghali, après Laurent Oberton, voici le troisième invité de cette émission. Il est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'appelle Bernard Sananès. Mon cher Bernard, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Très bien. Bon, Bernard, j'ai une question à vous poser, majeure. On va réfléchir à ce sujet ensemble si vous avez 2 minutes. C'est la politisation est-elle le fait de la gauche aujourd'hui, parce qu'on sait la gauche est beaucoup plus arc-boutée sur une vision de la carcéralité qu'on connaît, sur une vision de la police qu'on connaît. Elle est même déchirée entre 2-3 visions différentes. Ou est-ce que finalement à droite, face à la menace terroriste, je ne parle que du terrorisme, est-ce qu'à droite, sous Sarkozy par exemple, on était taraudé par la même tentation récupératrice? Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas prêter aux politiques, Eric, et parfois on a un peu de désaccord entre nous, trop de cynisme. Je pense que la sécurité, c'est une préoccupation majeure des Français, c'est une préoccupation essentielle des politiques. Pourquoi? Parce que si l'économie, les citoyens ont souvent le sentiment que nos politiques sont impuissants par rapport aux enjeux économiques, ils considèrent que la sécurité, le régalien, là, le politique a encore du pouvoir. Donc, on attend les politiques. Parfois, on dit, on n'attend plus rien des politiques. Sur la sécurité, c'est pas vrai. On attend des politiques qui garantissent notre sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parliez de politisation. Il y a plein de sujets sur lesquels les Français sont divisés, plus que divisés. Mais il y a un sujet, c'est encore plus fort depuis les attentats de janvier, mais c'était déjà le cas avant. Il y a un sujet sur lequel
on attend plus d'unité nationale, plus de rassemblement, ce sont les sujets liés à la sécurité. Les Français, souvent, on le voit dans les études, disent arrêtez, faites pas trop de politique avec ça. Voilà. Donc je pense que sur ce sujet, il y a des regards différents que par exemple quand on parle du débat sur le code du travail ou sur le taux d'imposition. Est-ce que vous avez souvenir, j'en reviens à mon obsession du moment, est-ce que vous avez souvenir au moment par exemple de l'affaire Mohamed Merah à Toulouse, c'est la droite qui est aux affaires, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu la droite bomber le torse Non, c'était un peu particulier, on s'en souvient, parce qu'on était en pleine campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, comme je crois suivi par François Hollande, si mes souvenirs sont bons, avait choisi de mettre un peu la campagne entre parenthèses à ce moment-là. Non, je me souviens plutôt des événements de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'était pas président à l'époque, mais où il y avait eu les événements de la gare du Nord. Il était ministre de l'Intérieur, et c'est vrai que là, la gauche avait accusé, en quelque sorte, Nicolas Sarkozy d'en faire trop sur ces enjeux de sécurité. Donc oui, c'est un débat qui arrive un peu à chaque fois. Moi, je suis pas sûr que pour l'opinion, on trouve pas ça un peu déplacé. Après, qu'il y ait des questions de communication sur le sujet d'hier, on peut se poser la question effectivement si l'exécutif n'a pas trop communiqué, c'est autre chose. Récupération à droite ou à gauche quand ils sont au pouvoir, moi je ne crois pas. Je pense que dans ces circonstances, ils font leur boulot. Bernard Sananès, on est entre nous, personne ne nous écoute là, on peut y aller. Vous en pensez quoi quand même, la sortie sur la messe bon, elle est pas scandaleuse, attention, de pouvoir dire que finalement la meilleure réponse c'est d'aller à la messe, c'est pas un scandale d'avoir dit ça pour Manuel Valls. Mais bon, est-ce qu'il en fait pas trop, quoi? Est-ce qu'on n'est pas dans l'hyper... Quand je pense qu'on reprochait l'hyper-communication et l'hyper-présidence à Sarkozy, bon sang, mais ils sont conférences de presse. Eric, là-dessus, je vous rejoindrai un peu, parce que autant au moment des événements tragiques de janvier, je dirais action irréprochable et communication impeccable. Voilà. Et tout le monde avait besoin de se sentir rassuré, et le pouvoir a bien géré cette crise, a bien géré cette communication. Mais pourquoi? Parce que ça s'appuyait aussi sur des résultats. Les meurtriers avaient été mis hors d'état de nuire. Là, c'est un peu différent pour, je pense, le ressenti de nos concitoyens. D'abord parce que l'arrestation semble due un peu à un concours de circonstances, tant mieux, mais c'est quand même le cas. Et deuxièmement parce qu'il y a des complices, il y a une organisation qui court encore. Et c'est vrai, on peut se demander cette fois si la communication n'est pas allée trop loin. D'ailleurs, je trouve moi que la déclaration de Manuel Valls ce matin expliquant que il y avait eu 5 attentats qui avaient été déjoués depuis plusieurs semaines, on voit bien que c'est une petite correction de tir. On essaie, pardonnez-moi pour cette expression, mais on voit bien que on essaie là de rectifier peut-être ce qui est apparu hier comme un excès de communication. Merci beaucoup Bernard Sananès. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi. Bernard Sananès, politologue bien sûr et spécialiste de l'opinion. Dans un instant, on ira dans les Bouches-du-Rhône avec Marie, qui est infirmière, et elle, ça tombe bien, elle n'est pas d'accord avec moi. Ce sera intéressant d'entendre ses arguments, ma chère Camille. Alors, vous êtes très nombreux là d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant vous êtes 83% à penser que la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est devenue un moyen comme un autre. C'est ton logiciel qui a bugué, Camille? Écoute, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est passé de 62% à 83% quand même carrément d'accord avec toi. Je vous invite à voter, allez-y, il vous reste un quart d'heure, rmc.fr. Je vous rappelle comment voter par SMS, c'est oui ou non au 610 71 Eric. À tout de suite avec Marie et avec Laurent Oberton. À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr. Bon, Camille est venue avec son petit paquet de feuilles, là, elle imprime. Mais Camille, elle imprime, c'est fini l'impression. Maintenant, on n'abat plus des arbres pour lire des messages à la radio. Mais non, Camille, elle continue à abattre des arbres. Des peupliers, des chênes centenaires, des bouleaux, des châtaigniers. C'est bien la première fois que tu abats du bouleau, d'ailleurs. Comment tu me trouves là? Pas très sympa, mais belle boutade quand même. C'est pas très cool. Bon allez, Pierre-Yves nous dit 3 semaines sans pouvoir vous écouter en direct. C'était une éternité, Eric. Mais Pierre-Yves, c'est sympa, il est revenu, il nous dit... Où est-ce qu'il était, Pierre-Yves? Il ne nous précise pas, On peut nous écouter partout, Pierre-Yves, mais du territoire inuit à Anchorage en Alaska, de Ushuaia à Tegucigalpa. De Singapour à Pékin, enfin... Sur rmc.fr, c'est possible, vous pouvez écouter le direct. Alors allez-y. Je ne comprends pas ton attitude, Thierry. Non, Pierre-Yves. Pierre-Yves, je ne comprends pas ton attitude. Bon, Pierre-Yves nous dit,
dit, depuis bien longtemps maintenant, nos hommes politiques sont des pros de la communication et de la récupération politique. C'est d'autant plus vrai quand une équipe politique est fortement impopulaire. Tout est bon alors pour redorer son blason. Cela me dérangerait moins si les résultats concrets suivaient derrière, nous dit Pierre-Yves. Patrick de Valence, il en rajoute une couche. Il nous dit, Valls n'a eu de cesse jusqu'à ce jour de surfer sur les événements de début janvier afin de montrer à toute la France qu'il est l'homme de l'autorité. Patrick nous dit, le mérite en revenait surtout à tous ces hommes de métier tels que la police et l'armée. D'ailleurs, la population ne s'y est pas trompée en applaudissant dès le lendemain tous ces hommes comme celui qui fut le premier à entrer dans le magasin cachère. Bref, le constat est que Valls, en tant que Premier ministre et ministre de l'Intérieur, n'a eu aucun succès avec son binôme Hollande. Et Gérard de Gironde nous dit heureusement que cet attentat n'a pas eu lieu. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. On file à Marseille. Marie, bonjour. Bonjour, pas Marseille, à Provence. À la Provence. Où est-ce que vous êtes en Provence? Saint-Martin-de-Crau. Saint-Martin-de-Crau. Bon, où est-ce que c'est Saint-Martin-de-Crau? J'ai une petite... Entre Arles et Salon. Ah, entre Arles et Salon. Mais on est quand même dans les Bouches-du-Rhône. Ah, bien sûr. Bon, bien sûr. Préfecture Marseille. Non, voilà, préfecture Donc Marseille. j'avais presque raison, Marie. Dites-le. Oui, presque raison. Pour une fois, je vais vous faire un compliment parce que je peux vous dire, depuis tant que je vous écoute, vous me faites attraper de l'urticaire presque tous les jours. Non. Bon, Marie. Et en plus, aujourd'hui, vous appelez pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ah ben oui, puis je suis d'accord de vous. Je suis contente de vous le dire. Ah. Alors, par contre, il y a des choses dont vous dites où je suis d'accord avec vous. Alors, pour vous dire, moi, je pense pas qu'ils se font mousser, nos politiques. Je pense que si on avait eu Monsieur Sarkozy et son ministre de l'Intérieur de l'époque, on aurait eu la même communication. Par contre, je trouve que leur communication est maladroite. Entre autres, Monsieur Valls, concernant l'Église, ce qui vous irrite le poil, moi, ça m'irrite le poil aussi. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux qu'ils disent que tous les gens de toute confession, qui continuent à pratiquer pour pas céder à cette panique. Voilà. Je pense que dans ce cas-là, ça aurait été. Deuxièmement, il y a quelque chose que je voudrais rajouter. Au niveau des attentats de Charlie Hebdo, on n'avait pas entendu Madame Taubira. Pas du tout. Ça a été un tollé sur les ondes en disant que c'est pas possible, on l'entend pas, etc. Aujourd'hui, imaginons une chose, Monsieur Valls et Monsieur Cazeneuve ne communiquent pas du tout ou très peu. Ça serait le même tollé. La seule chose que je voudrais dire, c'est que pour avoir un petit peu regardé un petit peu comment ils se comportent, je trouve que nos politiques de droite ou de gauche sont très cabots. Et ils n'existent que par le reflet de l'image qu'ils donnent sur les ondes télévisuelles. Marie, très bien. Je ne commande pas ce que vous venez de dire, sauf un point. Vous dites, on a reproché à Madame Taubira de se faire rare. Mais elle se faisait rare, bien évidemment, parce qu'il y avait un problème de fond majeur. C'est ça qu'on lui a reproché. Elle se faisait rare. Non pas, on lui a pas reproché d'être feignante et de ne pas aller vers les caméras de télé. On lui a reproché de ne pas parler, de choisir délibérément de ne pas parler, puisque la ligne qu'elle défend aujourd'hui en tant que garde des Sceaux va à rebrousse-poil du sens de l'histoire, du sens des choses qu'essaie de mettre en place Manuel Valls, et bref, de la doxa ambiante. Elle est à contresens. Bon, voilà, alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pour ça qu'on lui disait, vous êtes bien discrète. C'est parce qu'elle voulait pas accentuer ce hiatus majeur au sein de la majorité. Voilà, c'est ça. Je vais vous dire, Éric, il y a quelque chose, 2 minutes après je vous laisse, mais l'autre jour, j'ai regardé... Ici chez vous, Marie. L'autre jour, j'ai regardé un documentaire qui était excellemment bien fait. C'est la fille donc de Monsieur Hérault qui a filmé son père. Suite parce qu'elle comprenait pas pourquoi il avait été viré du gouvernement, etc. Et entre autres, là-dedans, Monsieur Hérault a dit: je ne comprends pas pourquoi on communique sur tous les sujets. N'importe quel ministre communique sur tous les sujets de n'importe quoi, n'importe quel comment. Ah ben là vous revenez au cœur de notre débat d'aujourd'hui, Marie. Oui, d'accord. On devrait avoir une attitude de réserve. Et j'ai trouvé que cet homme, Dieu sait si j'ai trouvé qu'il avait fait des bêtises, mais j'ai trouvé que dans son analyse qu'il avait, elle était très juste. Et moi je pense que trop de communication tue la communication. Parce qu'en fait, ça en fait des enchères, et que, on voit bien, les gens après, ça dérive sur n'importe quel sujet, et je pense que ils sont très cabots, si vous voulez. Vous voyez bien, notre président, il est allé au grand journal de Canal, au petit truc de Canal+, etc. Chez Maïtena Birabin sur Canal+. J'ai rien contre ça, mais c'est pour avoir une image plus polissée, plus jeune, je veux dire, c'est pas comme ça qu'il va attirer ceux qui vont pas voter, qui ont entre 18 et 25 ans, C'est pas comme ça qu'il va les attirer, Merci, Marie.
Voilà, Eric. Vous m'aimez quand même ou c'est une... Je vais vous dire une chose. Je pense que, voilà, il y a une chose que j'aime chez vous, c'est que vous n'avez pas la langue de bois. Oh, elle est mignonne, ma petite Marie. Vous n'avez pas la langue de bois. Par contre, je vous dis tout de suite, il y a des fois, je crois heureusement que si vous êtes à la télé, que je vous vois derrière le poste de la télé, parce que que je vous entends à la radio, parce que il y a des fois, j'aurais envie de vous baffer. Non, quand même pas. Et en plus, j'ai trouvé que vous n'étiez pas très, très gentil avec votre petite collègue là à côté. Vous lui avez dit des choses. Aujourd'hui, t'es au boulot. Camille. Non, mais attendez, Camille, on se vanne toute la journée avec Camille. Je peux vous dire, elle me rate pas non plus. Hein. Non, mais écoutez, très bonne journée à vous et au plaisir de vous avoir. Merci, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Laurent Oberton. Marie vient de nous parler il y a quelques instants de Madame Taubira. Bon, il y a quand même un sujet majeur que vous évoquez dans votre livre La France Orange Mécanique. C'est le principe, c'est l'application des peines. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un sujet pour vous qui est majeur. Et bon, alors on dit l'application des peines, c'est ces peines qui ne sont pas appliquées, ces peines lightisées, c'est Christiane Taubira. Mais vous n'êtes pas d'accord avec cette vision monolithique? Alors déjà, si on peut expliquer pourquoi les peines sont lightisées, si vous prenez le code pénal quand même qui explique ce qu'on risque en cas de méfait, vous avez par exemple le viol, c'est 15 ans de prison ferme. C'est le risque minimum théorique. La condamnation prononcée moyenne, c'est 8 ans. La condamnation effective moyenne, c'est 4 ans avec les remises de peine. Et sur ces 4 ans, vous avez encore l'application de la peine qui peut varier selon l'humeur du juge d'application des peines, qui peut vous donner un bracelet ou etc. Enfin, en tout cas, faire donc en sorte entre la décision de justice prononcée par un tribunal souverain de la République et l'application finale, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a plusieurs étapes. Évidemment. Et qu'on part de combien à l'origine? On parle d'une peine de... Donc 15 ans théorique, on se retrouve avec 4 ans, encore une fois, avant l'application des peines. Et l'application des peines peut faire en sorte que vous ne mettiez pas les pieds en prison. Voilà. Donc c'est ça l'application des peines. J'ai été condamné à 15 ans, mais finalement je rentre à la maison demain. Exactement. Et on sait aujourd'hui, même pour des peines très graves, pour des délits très graves, on sait aujourd'hui qu'il y a 100 000 peines chaque année qui ne sont pas exécutées, sur 100 000 peines de prison par an, parce qu'il n'y a plus de place en prison, parce qu'on a une volonté de faire des peines aménagées. Le problème, c'est ces gens-là sont payés, sont censés faire appliquer la loi. C'est tout simple, c'est la punition. On fait une faute, on est puni, c'est comme ça. Donc, ce problème ne date pas de Christiane Taubira, effectivement, puisque personne n'a construit des prisons pour résoudre le problème. Il faudra en construire à peu près 100 000 sans doute, 100 000 places de prison. On sait qu'aujourd'hui on en a à peu près 50 000, 60 000 selon notre manière de tasser les détenus. On sait que c'est totalement insuffisant. Et que ce soit sous Sarkozy, que ce soit sous Hollande, ces prisons n'ont pas été construites. Donc il n'y a pas de volonté politique réelle, quelle que soit la couleur politique. Merci beaucoup Laurent Oberton. Je rappelle que vous publiez depuis quelques jours une version augmentée, une nouvelle édition de l'enquête choc sur l'insécurité que vous aviez publiée la première c'était quand? 2013, janvier 2013. Là il y a combien de pages en plus là? Là vous avez 512 pages, donc l'augmentation est assez considérable. D'accord. Voilà, Laurent Oberton, La France Orange Mécanique, sous-titre Nul n'est censé ignorer la réalité. Merci beaucoup Laurent Oberton. Merci à vous. Camille, il est 13h55, j'aimerais qu'avec toute la solennité requise, tu me donnes s'il te plaît le résultat final du brunémétrie, mais essaie de le faire avec, tu vois, une voix un peu martiale, quoi, qu'on se sente pas, voilà, c'est pas récré à deux, tu vois, on n'est pas sur tu vois, récré à deux. Marie avait raison, t'es pas sympa avec moi. Non, mais aujourd'hui, je te trouve, t'es ailleurs. Ah, tu trouves que je suis ailleurs? Non, je t'assure que non, c'est juste pour le plaisir de te chambrer, parce qu'en réalité, t'as fait une très belle émission. Oh, c'est gentil. Et finalement, Eric... je ne serais rien sans toi, Camille. Oh, merci. Tu es tout pour moi, Camille. Là, j'en fais peut-être un peu trop. Non, vas-y, continue. Bon, finalement, vous êtes 82% à avoir voté carrément d'accord avec Eric aujourd'hui et à penser que la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est devenue finalement un moyen, comme un autre, de soigner la cote de popularité de nos dirigeants. Nous allons remercier maintenant, Camille, les contribuables franciliens, les contribuables parisiens et les contribuables français. Voilà. RMC, merci les Français. Parce que quand même, pour un chantier, 16 ans de retard, c'est pas mal. Et 2 milliards, alors là, 2 milliards, je trouve ça formidable, mesdames, messieurs. De quoi je parle? Eh ben, d'un truc
très chouette que vous avez fait, très sympa, c'est le chantier de Jussieu. Vous savez, cette faculté parisienne, le campus universitaire de Paris 6, il a été lancé en 1996. Alors bon, il fallait désamianter cette faculté, il fallait bien évidemment l'améliorer, la reconceptualiser. Ça devait durer 3 ans en 96, ben oui. Ça devait coûter 183 millions d'euros, c'était pas mal. Vous vous êtes dit, mais 183 millions d'euros, et c'est là que je vous admire, amis contribuables. Vous vous êtes dit, c'est mesquin, quoi. C'est l'université Paris 6. Il faut un chiffre qui ait un peu de gueule, un peu d'allure, et vous vous êtes dit on veut payer davantage et que les travaux ne durent pas 3 ans mais 16 ans, 20 ans, et là vous avez été impériaux, mesdames, messieurs les contribuables, souverains, puisqu'au lieu de faire durer les travaux 3 ans, vous les avez fait durer pour l'instant 16 et 3, 19 ans, et au lieu de payer 183 millions d'euros pour la réhabilitation du campus universitaire de Paris 6 Jussieu, vous avez payé 2 milliards, mesdames, messieurs, et c'est pas fini, et là je dis chapeau bas, le petit doigt sur la couture du pantalon. Je dis, mesdames, messieurs les contribuables, il y a quelque chose d'exemplaire chez vous. C'est cette espèce de générosité publique. Bravo et merci.